Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christophe Douat, directeur général de Medincell. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Vous êtes une biotech spécialisée française, spécialisée dans les médicaments injectables. Donc, il faut expliquer, vous avez mis au point une technologie de traitement qui permet donc de remplacer les comprimés, donc tout ce qu'il y a de pesant de prendre des comprimés tous les jours, par des injections. Donc, c'est la fin de la prise de comprimés au quotidien que vous proposez ? Alors, pas complètement la fin, parce que ça va dépendre des indications. Dans la santé, la priorité de l'Organisation mondiale de la santé, c'est ce qu'on appelle l'observance, le fait que le patient prenne son traitement. Et en moyenne, un patient sur deux prend mal ou ne prend pas son traitement. Donc les conséquences sont graves sur sa santé, sur des réhospitalisations potentielles et évidemment sur les coûts de santé. Et notre système permet d'améliorer cette observance, puisque quand on fait cette injection qui se résorbe toute seule... Injection mensuelle, bimensuelle? Alors, ça va dépendre des produits. Ouais. Le premier produit qu'on a développé, qui est maintenant commercialisé aux États-Unis, a deux durées. De schizophrénie. Voilà, tout à fait. Et il a deux durées, une durée d'1 mois et de 2 mois. Donc, tout ça, c'est d'autant plus utile que le manque d'observance va avoir des conséquences graves. Donc, on va pas faire... Vous l'avez dit, c'est le fait de ne pas prendre ces Voilà. comprimés tous les jours. Donc, on ne va pas faire un injectable longue action de Doliprane, par exemple. Ça n'aurait pas de sens économique, ni de grosse valeur ajoutée. Par contre, dans des pathologies comme la schizophrénie, qui représente 1% des patients, c'est aussi 20% des lits d'hôpitaux aux États-Unis. Donc, quand les patients prennent mal leur traitement, ça a des conséquences très graves. Et donc, ça marche sur les patients atteints de schizophrénie. Quels sont les chiffres qui le prouvent? Alors, ce premier produit qu'on a fait en collaboration avec le géant pharmaceutique Teva a été approuvé en mai 2023 par la FDA américaine. Exactement. Donc il est pour le moment uniquement disponible aux États-Unis. Et donc 2025, c'est la deuxième année de commercialisation. Et Teva va avoir des ventes en 2027 qui devraient atteindre 200 millions de dollars. Avant de parler des ventes, on va en parler bien sûr, mais juste sur comment on voit que ça marche, encore une fois, ces injections de... Comment il s'appelle? Il s'appelle le Uzedy. Ça s'appelle Uzedy. Je vais citer une étude très belle qui a été faite récemment sur Uzedy. Uzedy a été comparé dans des conditions de vie réelle à des comprimés de dernière génération en schizophrénie. Et les résultats sont stupéfiants. Donc, moins 50% de rechute des patients schizophrènes, moins 50% d'hospitalisation, moins 30% de coûts. Donc, ce qu'on développe à Medincell a un impact énorme et sans doute plus que n'aurait n'importe quel médicament nouveau dans ce champ-là. Donc, ce traitement contre la schizophrénie est commercialisé par le laboratoire israélien Teva. Teva qui pourrait engranger, alors vous avez dit quoi, 200... Voilà, 2025, donc 200 millions. J'ai lu que les ventes d'Uzedy étaient décevantes. Non, elles ne sont pas décevantes. Alors, il se trouve en Q3, donc troisième trimestre, il y a une correction non récurrente de discount, parce que la base, c'est remboursé beaucoup par Medicaid, qui est sponsorisé par l'État américain. Et donc, il y a une correction au troisième trimestre de discount des trimestres passés. D'accord. Donc, et après cette correction, les chiffres de Teva sont confirmés entre 190 et 200 millions pour 2025. Ok, et là-dessus, vous touchez des royalties entre 5 et 9%. Voilà. Donc, c'est 5 ou c'est 9? Alors, le 5 est connu. Ouais. Il n'était pas connu, maintenant il est connu parce que les gens peuvent faire le calcul avec ce qu'on touche. Par contre, le haut des royalties n'est pas connu, n'a pas été divulgué. Il sera connu évidemment dans les années qui viennent. C'est votre moteur évidemment de croissance. Il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres traitements dans les cartons? Je disais contre l'obésité, il y a dans le pipe des choses? Alors, aujourd'hui, on a 3 moteurs de croissance. Ouais. Uzedy, c'est le premier moteur. Donc 5% fois 200 millions, ça fait 10 millions. Et la tendance des prescriptions est en croissance très significative. Donc en rythme de croisière, ça peut vous rapporter combien? Alors nos analystes estiment que Uzedy pourrait atteindre au pic des ventes, donc dans quelques années, peut-être 5-6 ans, entre 1 et 2 milliards par an, en dollars. Ouais. Donc 2 milliards fois 5%, 100 millions en dollars. Voilà. Tout à fait. Donc des chiffres importants. Ce qui fait que effectivement,
on a pour objectif d'atteindre la profitabilité opérationnelle l'an prochain, au 31 mars 2027. Alors, c'est évidemment sujet aux évolutions du dollar, parce que nous, on est payé en dollars. Et donc, il y a eu pas mal de fluctuations récemment. Donc, ça pourrait décaler ça peut-être un petit peu. Le dollar qui baisse, c'est pas bon pour vous. Le dollar qui baisse, c'est moins bon pour nous qu'un dollar qui monte, c'est sûr. Donc, premier moteur. Deuxième moteur, vous développez un produit, juste sur l'obésité. Alors, j'ai vu qu'il y a un produit pour le labo AbbVie. Juste pour répondre, donc le premier moteur, c'est Uzedy. Le deuxième, en fait, on schématise notre stratégie de croissance avec 3 moteurs. Donc, le premier moteur, c'est Uzedy. Le deuxième, c'est un deuxième produit qu'on fait avec Teva, qui est basé sur une autre molécule qui s'appelle l'olanzapine. Toujours pour lutter contre la schizophrénie. Toujours pour la schizophrénie. Et ce produit-là a un potentiel encore plus gros que le premier. Pourquoi? Quelle différence d'ailleurs? Parce qu'il utilise la molécule qui est la plus utilisée en schizophrénie. Premier point. Deuxième point, c'est la molécule qui cible les patients les plus sévères, donc ceux qui ont le plus besoin d'observance. Ce n'est pas le cas d'Uzedy? Parce qu'on se dit pourquoi il y aura un deuxième médicament, traitement, si le premier c'est des médicaments bien. Très complémentaires. Donc Uzedy, c'est un traitement de première intention. Olanzine, c'est les patients les plus sévères. Il se trouve que c'est aussi le médicament le plus utilisé. 20% des patients aux États-Unis, jusqu'à 37% en Europe, l'olanzapine. Ça veut dire double picouse? Non, parce que c'est des traitements différents en fonction des patients. Ah ok, d'accord. Okay. Et dernier point, Uzedy cible des produits existants du groupe Johnson & Johnson. Heureusement, Uzedy est un produit qui a toutes les caractéristiques idéales d'un injectable longue action, donc il est en train de prendre part de marché. Mais sur le deuxième, il n'y a pas de concurrent approprié. Donc ça veut dire que le champ est libre. Et c'est pour ça que sur le deuxième, on a même eu, il y a 1 an et demi, un article dans le Wall Street Journal qui expliquait que ce produit pourrait ressusciter Teva. Donc vous imaginez l'ampleur et le potentiel de ce produit. Alors ce produit-là est moins avancé. Il vient de terminer sa phase clinique. Teva a déposé le dossier à la FDA, donc les autorités réglementaires américaines, il y a 2 semaines. Et on attend a priori l'approbation au 4e trimestre 2026. Ok. Donc je pensais que c'était plus rapide que ça. Tiens. Non, c'est 10 mois. Okay. Donc c'est un événement majeur pour la société. Et c'est aussi ce produit-là qui attire énormément d'investisseurs américains dans la société aujourd'hui. Potentiellement pourrait apporter combien, là aussi en rive de Alors celui-là, nos analystes... Parce qu'on a fait le calcul sur 100 millions sur... Alors nos analystes annoncent entre 2 et 3 milliards de dollars sur celui-là. Donc si c'est 3, multiplié par une royalty qui peut être assez élevée... plus que 5%? C'est pareil, les deux ont des royalties. Donc des royalties, c'est le pourcentage des ventes qu'on touche. Et le minimum, c'est 5%. Et ce montant-là monte, il y a des paliers en fonction des ventes. En plus de ces royalties, on a des paiements d'étapes en fonction du succès commercial, là aussi de paliers, qui peuvent atteindre sur chaque produit 105 millions. Donc des sources de revenus évidemment très importantes, ce qui explique pourquoi beaucoup d'investisseurs américains ont rejoint la société. C'est vrai? On est entre 15 et 20% du capital aujourd'hui, depuis 2 ans. Et puis en plus, des investisseurs vraiment prestigieux. Comme qui? Alors les noms ne sont pas publics, mais c'est des investisseurs santé de renom. Et c'est pour ça que notre capitalisation boursière autour du un peu moins a oscillé ces dernières semaines autour du milliard d'euros et toujours au-dessus du milliard de dollars. On va en parler de la capitalisation, mais juste un mot sur ce produit que vous développez pour le labo AbbVie. Oui. C'est quoi ce partenariat? Parce qu'on peut faire le traitement contre l'obésité, il n'y a rien à voir ou Alors, pour le moment, on n'a pas dit qu'on travaillait sur l'obésité. Ah, ok. Donc, j'ai parlé du premier moteur. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir quelles étaient les autres pathologies que votre technologie pourrait guérir. En tout cas, pas guérir, mais accompagner. Alors, on travaille... J'ai parlé du premier moteur, du deuxième. Et le troisième, c'est tous les produits qu'on a en développement avec d'autres partenaires. Le produit le plus avancé dans ces produits en développement, c'est le produit qu'on fait avec AbbVie. AbbVie, c'est la 3e société pharmaceutique mondiale qui est réputée la plus innovante. Et AbbVie nous a choisi comme plateforme d'injectable longue action. On a signé donc un accord avec eux au mois d'avril 2024 qui nous a apporté en versement immédiat 35 millions de dollars.
Et pour quelle pathologie? c'est pas divulgué. Ah non, j'aurais pas la réponse. Mais vu le montant de 35 millions, vous pouvez imaginer que c'est un produit stratégique pour AbbVie. Et sur ce produit-là, on a aussi des royalties dans le futur qui... Vous communiquerez quand là-dessus, sur la pathologie? Alors, ce produit-là devrait rentrer en première phase clinique là, cette année, en 2026. Ouais. Et en général, c'est un moment où les sociétés communiquent sur la pathologie et la molécule, on le verra. Sur ce produit-là, donc on a aussi des royalties, mais cette fois-ci qui montent en fonction des paliers jusqu'à des royalties à 2 chiffres. Et en paiement d'étape, tenez-vous bien, on a un potentiel de 310 millions de dollars sur ce produit-là. Sachant qu'au premier semestre, vous avez fait 11 millions de dollars de revenus. Oui, tout à fait. Donc quand on voit les chiffres, on comprend bien la croissance exponentielle. Alors les autres indications sur lesquelles on travaille en contraception, avec la Fondation Gates. On a des produits aussi en santé globale sur la malaria. On travaille dans la douleur après les opérations chirurgicales pour réduire la prise d'opioïdes. Mais vous êtes au début, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore, il y a toutes les phases cliniques à passer, etc. Mais là, on est dans cette période qui est fascinante pour nous parce que, je l'ai dit à nos actionnaires en juin, on entre dans les 2 années qui seront les plus transformatrices de Medincell, grâce à Uzedy, qui a un très beau parcours commercial. Le deuxième, l'olanzapine, qui arrive derrière, et le pipe commercial. Il n'y a pas tant de ça en biotech française qui ont donné satisfaction en bourse. Il y a évidemment Abivax. Alors là, c'est la star, 8 milliards de capi, 1400% de hausse depuis le début de l'année, des intérêts de la part du laboratoire Eli Lilly. J'ai vu ça là, ces derniers jours. C'est un parcours boursier, le vôtre aussi, mais moins évidemment, à la Nvidia quand on voit Abivax. C'est votre modèle, c'est votre modèle, Abivax? Alors, Abivax, c'est sur une nouvelle molécule. Donc nous, on est sur une plateforme. Ils sont sur quoi, eux? Pardon, je ne sais plus, Abivax. Sur une molécule, alors c'est un peu compliqué comme indication, ouais. Mais qui a fini sa phase clinique. Alors c'est amusant parce que, pour l'anecdote, quand j'ai rencontré Marc de Garidel, le CEO, il y a 1 an et demi, ex-Ipsen d'ailleurs. Voilà, je lui disais que mon but, c'est d'avoir une valorisation plus élevée qu'eux. Et on l'a été pendant quelques mois. Et puis leurs résultats magnifiques sont sortis. Donc eux ont explosé. Mais à terme, Medincell a sans doute le potentiel d'arriver à des chiffres comme ça, mais ça prendra plus de temps, évidemment. Ouais. Donc quand vous dites que vous êtes autour d'1 milliard d'euros de capi, à vous écouter, il y en a encore sous le pied. On en a sous le pied, là, c'est le début de l'histoire. Tout à fait. Ouais. Donc, sachant que la boîte n'est pas profitable, donc une fois profitabilité opérationnelle 2026. Donc à notre année fiscale qui se termine au 31 mars 2027. Ouais. Ok. Donc c'est le début de l'histoire sur Medincell. Même après, encore une fois, 60% de hausse depuis le début de l'année. Alors, 2024, on a été le titre français qui a le plus performé, 130%. Ouais. Cette année, on verra le final au 31 mars, mais aussi une belle performance. Et puis l'an prochain, on va avoir cet événement majeur. Donc, on va avoir l'acceptation du dossier olanzapine par la FDA au mois de, j'espère, février, donc 2 mois après le dépôt. Puis au 4e trimestre, l'approbation. Et en parallèle, le produit d'AbbVie qui avance, le reste du pipeline. Donc, non, on en a beaucoup sous le pied. Ouais. Bon, être coté à la fois à Wall Street, j'ai vu que vous étiez sur BFM et vous en posez la question. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a Total Energy qui est coté à la fois à Paris et à New York. Est-ce que ça a un intérêt pour vous, notamment en termes de valorisation, évidemment, et c'est la même logique sous-jacente pour Total Energy, d'avoir une double cotation? C'est quelque chose où c'est trop tôt pour en parler de ça? Alors, on s'y prépare parce qu'on aime bien avoir des options. Est-ce qu'on ira? On le verra, on le déclenchera peut-être ou pas. Les avantages, c'est un impact potentiel sur la valorisation, sur la liquidité, puis surtout l'accès au marché colossal des investisseurs santé américains. Et puis, évidemment, le désavantage, c'est une lourdeur d'exécution, puisqu'il faut plier les comptes dans les standards américains. C'est des coûts importants de plusieurs millions d'euros par an. Ouais. Donc, ce n'est pas une décision qu'on prendra à la légère. Anodin, bien sûr. Par contre, si on la prend un jour, on ne la prendra que quand on sera vraiment prêt à le faire dans des niveaux importants de capitalisation pour s'assurer
que ça se passe bien. Vous serez à combien? Aujourd'hui, on pourrait y aller d'ores et déjà, ouais. en termes de capitalisation. Mais il ne faut pas, comme malheureusement d'autres sociétés françaises l'ont fait, ils sont allés trop tôt, et puis on tombe sur des valorisations trop basses, avec peu de liquidité, et puis on se retrouve dans un corner, quoi. Comment s'assurer de ne pas décevoir? Beaucoup de bibliothèques françaises ont déçu. Comment on se prémunit contre ce risque-là? Il faut exécuter. La plupart ont déçu d'ailleurs. Il faut exécuter. Vraiment, il faut avoir une bonne équipe qui exécute. Pourquoi pour ceux qui nous regardent, qui se disent peut-être que hésiter, voilà, dans son portefeuille, voilà, prendre plus de risques, aller sur une ou deux bibliothèques françaises, pourquoi vous choisir vous et pas d'autres? Et je pense notamment, voilà, pas seulement à Bivax, mais d'autres qui ont déçu aussi. Comment se prémunir? C'est un peu la même question aussi. Alors, s'assurer de miser sur le premier bon chameau. commentaire, tout d'abord, on n'est pas une biotech pure. Une biotech pure, c'est une société qui a en général un médicament en développement nouveau, donc qui a un risque jusqu'au moment où il est approuvé, même dans des phases cliniques avancées. Nous, on travaille sur des médicaments qui sont, pour le moment, déjà approuvés. Donc les médicaments sous-jacents du Uzedy, l'olanzapine, c'est des médicaments qui sont approuvés dans le monde. Donc nous, on fait cette formulation, ce qui est très complexe, parce que vous imaginez qu'il faut qu'on libère ce médicament pendant des durées très longues, au bon niveau, et que ça dure la durée escomptée, sur tous les patients, quels qu'ils soient. C'est ça notre expertise, notre savoir-faire, et on est probablement la société aujourd'hui la mieux positionnée dans le monde sur ce créneau. Mais les molécules sont connues. Donc le risque est plutôt, nous, en amont. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que la formulation est faite, qu'elle a été validée sur des hommes ou des femmes, à ce moment-là, le reste du chemin clinique est moins risqué que sur une nouvelle molécule. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, comme on a choisi un business model où ce n'est pas nous qui dépensons l'argent pour développer les produits, c'est nos partenaires, c'est Teva, c'est AbbVie. Quand ils développer, c'est... Le développement clinique, donc ils font tous les essais cliniques sur hommes. Et c'est des dizaines, voire des centaines de millions. Et la production? Et la production, c'est eux qui la font, essentiellement, je vais y revenir, et la commercialisation, c'est eux. Donc nous, on fait les formulations, on leur donne la formulation, on prépare la production des lots cliniques, et puis c'est eux qui font le reste du travail. Donc le risque financier n'est pas du tout le même non plus que dans un modèle de biotech, donc c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que comme on a des projets multiples, le risque il est réparti. Il est diversifié. Voilà. Alors la seule production dont on a gardé le contrôle, c'est la production des polymères pharmaceutiques qui sont à l'origine des formulations, qui permettent de bien contrôler... Je suis un peu perdu, la polymère pharmaceutique. Alors, en fait, dans notre formulation, il y a une formulation, ça se présente comme un liquide qui est injectable. Et dès qu'il est injecté sous la peau, il va se former une toute petite boule, à peu près un demi-petit pois, qui est constituée du médicament et de polymères pharmaceutiques, d'ingrédients pharmaceutiques. Et c'est ces polymères qui font une matrice qui encapsule le médicament, qui vont se dégrader sous l'effet de l'eau et qui vont libérer le médicament. Donc ça, c'est l'ingrédient magique. Dans chaque formulation, il y a l'équivalent d'un grain de riz de ces polymères. Et donc, il fallait absolument contrôler leur production. Et ça, on l'a fait à travers un accord très fort avec une société néerlandaise, leader dans ces polymères pharmaceutiques, et qui fait la production dans des normes pharmaceutiques contrôlées. Donc je note que c'est une... Je ne sais pas s'il faut dire une biotech pour le coup. Est-ce que c'est une biotech au final? Parce non, que votre modèle est différent. Biotech, votre modèle est différent. Vous avez différents médicaments, différents traitements. Et vous avez quelque part outsourcé ou laissé à des laboratoires finalement tout l'aspect capitalistique et financier pour finalement conserver des royalties derrière. Tout à fait. Et nous, on se concentre sur la matière grise. Donc Medincell, c'est 140 personnes à Montpellier. On est issu de l'écosystème très riche pharmaceutique et médical de Montpellier. Et sur les 140 personnes, on en a 130 qui ont soit un PhD, soit médecin, soit pharmacien, soit master, soit ingénieur. Donc une densité de matière grise colossale qu'on a fait venir du monde entier, puisqu'on a sur 140 personnes, on a aujourd'hui plus de 25 nationalités. On se quittait, Christophe Dott, on parlait juste avant
Ça n'a rien à voir, pardon, mais on parlait des voitures, de la fin possible de l'interdiction, encore une fois, des ventes de voitures électriques post-2035 par la Commission européenne. On n'a pas encore l'info aujourd'hui, mais on l'a commenté et on s'est projeté. On a parlé indirectement de la Chine. Est-ce que vous, les technologies chinoises, notamment dans votre secteur et sur le traitement, encore une fois, le traitement contre la schizophrénie ou d'autres, est-ce qu'il y a une compétition, une concurrence chinoise pour vous? Pour le moment, la Chine utilise des vieilles technologies, les mêmes que les technologies utilisées par Johnson & Johnson, le produit concurrent de Uzedy. C'est vrai, j'aurais dû vous en parler de la concurrence d'Uzedy, c'est vrai ça, oui. Donc les mêmes que Eli Lilly, le groupe américain, qui avait essayé de faire un injectable de l'olanzapine, qui n'a pas réussi. Nous, on a réussi, ils n'ont pas réussi. Eli Lilly, premier groupe mondial pharmaceutique américain. Pourquoi vous avez réussi là où eux ont échoué? Parce que eux n'ont pas réussi à maîtriser le relargage de la molécule. Donc sur certains patients, toute la dose est relarguée en 24 heures. Oh là, non, c'est l'intérêt. Vous imaginez un patient schizophrène qui se prend un mois de dose d'antipsychotique, il ne va pas très bien. Nous, on a réussi à le faire. On a réussi à faire ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire. On a réussi et on l'a démontré dans les essais cliniques, on l'a démontré avec la FDA, puisque c'est le dossier qui a été déposé en décembre. Et donc la concurrence, si on finit là-dessus, elle n'est pas chinoise, mais il y a des concurrents qui pourraient venir du jour au lendemain avoir un produit, un traitement concurrent et moins cher que le vôtre? Alors, tout notre enjeu, c'est de garder notre lead, puisque c'est un champ qui, d'après les analyses, devrait passer de 10 milliards par an de ventes dans toutes les indications. Le champ, quel champ? Le champ des injectables longue action. Ouais. Ça devrait passer à environ 50 milliards de dollars dans 10 ans. Ouais. Donc on veut vraiment conserver notre lead pour attraper le plus gros morceau de ce gâteau. Ouais. Et donc on investit massivement en recherche, en développement. Bien sûr. On a prouvé maintenant sur Uzedy, sur l'olanzapine, qu'on pouvait faire des choses que personne d'autre ne savait faire. Et on va continuer. Alors la Chine, pour le moment, n'est pas une menace parce qu'ils utilisent des vieilles technologies. Et on voit la Chine plutôt comme une opportunité. Ouais. Parce que, en l'espace de 10 ans, comme ailleurs, la Chine est passée de 0% à 30% des nouvelles molécules. Donc on commence à être en discussion, peut-être même à travailler avec certaines sociétés chinoises, parce qu'à terme, on veut équilibrer notre portefeuille de produits entre États-Unis, Europe et Chine. Allez, merci beaucoup pour cet entretien avec vous. Christophe Douas, passionnant, directeur général de Medincell, coté sur le SBF 120, la bourse de Paris. Merci à vous, à bientôt. Merci.